Bien, chers amis, bonjour. Avant de continuer sous Kétan, nous étions arrivés l'autre fois à la page 25. Je voudrais faire quelques remarques et approfondir un peu ces mêmes remarques. Par rapport à ce que nous avions dit sur le couple, entre guillemets, Joseph et Judas, Yosef et Yehuda. Yosef représentant le principe masculin, Yehuda représentant le principe féminin, ce couple absolument messianique doit se retrouver, comme nous l'avons dit, à la fin des temps de l'histoire, pour pouvoir tout simplement féconder la Géoula, la délivrance finale. Maintenant, il y a un double problème. Premier problème, c'est que Yosef, en descendant en Égypte, n'est-ce pas, évidemment, dynamique de l'histoire, pédagogie de l'histoire, va devenir vice-roi d'Égypte, va s'enfoncer, si vous voulez, dans les systèmes économiques et politiques égyptiens, il va s'immiscer complètement dans la vie égyptienne, il va tomber exactement de plus en plus au niveau de la matière, il va être tout simplement matière, mais hébreu dans la matière, et il va là ne jamais abandonner son Dieu, il va être absolument relié au Dieu un, au Dieu suprême, même en prison, même chez Pharaon et même vice-roi d'Égypte. Mais le problème de Yosef, c'est que en fait, il est mort en Égypte. Non seulement il a attiré sa famille, mais en plus, il est mort en Égypte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la civilisation égyptienne, qui est portée par une philosophie du plaisir, une philosophie du désir, une philosophie de l'hédonisme, si vous voulez, eh bien, avait quelque part, malgré le fait que Joseph était très lié à Hachem, très lié à son père, avait quand même englouti les forces de Yosef. Et ces forces de Yosef, elles sont, si vous voulez, tombées en Égypte, et cela est porteur d'une catastrophe extraordinaire. L'expérience de Yosef, dit notre maître Manitou, est une expérience qui met toujours Israël devant son propre échec. L'expérience de la Galoute est une expérience difficile, redoutable, et qui devient de plus en plus dramatique avec le temps, avec le fait que les descendants du programme de Yosef, n'est-ce pas, s'oublient, s'assimilent et deviennent eux-mêmes, si vous voulez, malgré tous les dangers, deviennent eux-mêmes des élites égyptiennes, entre guillemets. Et cela est dans toutes les civilisations, dans toutes les époques. Vous savez, notre maître, encore une fois, je me permets de le citer, avait dit dans la Paracha Vayigash en 1993, et ça a été repris dans un livre qui vient de sortir, que je vous demande d'acheter si ça vous intéresse, évidemment, un livre absolument superbe qui s'appelle Étincelle. Et c'est en plusieurs tomes, Étincelle numéro 3, qui va faire une sorte de synthèse de la pensée du Rav Yehuda, Léon Yehuda Ashkenazi, dit Manitou, connu sous, évidemment, le surnom de Manitou. Eh bien, regardez, je lis et je ne commente pas parce que tout est très clair. En 1993, dans le récit, dit Manitou, de l'exil de Jacob chez Lavan, nous avons le modèle de tout exil postérieur. C'est le modèle de structure de ce qui se passe toujours dans un exil. Il y a 3 phases. D'abord, les Hébreux, dans le cas de Jacob chez Lavan, comme dans le cas de Joseph et ses frères arrivés en Égypte, les Hébreux sont donc toujours accueillis comme des réfugiés de classe, comme des réfugiés de grande classe, presque comme des sauveurs, qui peuvent apporter la bénédiction dans le pays.
Ce sont des métèques, des étrangers, mais qui peuvent apporter la bénédiction dans le pays. Et je continue à lire. D'ailleurs, très rapidement, on les met à la tête de l'économie du pays. Pour faire des économies. Et pour faire des économistes. Et se servir d'eux pour pouvoir absolument prospérer. Cela se passe partout comme ça. C'est l'histoire de Joseph en Égypte, ministre des Finances, de Pharaon, en soi-même. Le deuxième stade, dit le Rav, c'est la gloire. Les Juifs, comme les Hébreux en Égypte, sont les élites du pays. Et ces élites du pays vont pénétrer les arcanes du pouvoir. Ils vont même arriver carrément au pouvoir. Et c'est toujours comme cela. Troisième phase, c'est l'antisémitisme qui se déclenche. Et c'est le chemin vers la catastrophe. Alors ça, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se déclenche. Et c'est toujours comme ça que ça évolue. L'expérience de Yosef est en fait une expérience vouée à l'échec parce qu'elle dure trop longtemps. Il fallait rester en Égypte, faire venir sa famille en Égypte, en n'oubliant jamais la terre d'Israël, et surtout, en assurant la circoncision. C'est-à-dire la capacité de pénétrer le chiffre 8. Or, nous savons bien que les Hébreux ont oublié, avec les 210 ans d'Égypte, de se circoncire progressivement, bien entendu. Il a fallu que Moshe leur demande, en la sortie d'Égypte, une véritable circoncision, qui s'est passée d'ailleurs en 2 temps. Mais, pourquoi? Essayons de comprendre. Le Midrash, Genèse Rabbah, affirme que Joseph a pris face à Pharaon, face à cette nouvelle mission, à son nouveau, si vous voulez, statut de vice-roi d'Égypte. Joseph a pris une décision qui paraît tout à fait incongrue. Il a demandé à ce que les hommes égyptiens puissent et veuillent se faire circoncire. Alors Pharaon n'a pas réagi mal face à ça. Et les Rachamim disent que, en fait, il avait accepté. Mais pourquoi Joseph voulait? Parce que Joseph voulait, pour nous, si vous voulez, rendre la capacité universelle de l'Égypte éternelle. Il voulait, dès le départ de l'histoire du peuple hébreu, lui racoler la puissance exilique, certes, mais la puissance égyptienne, comme puissance universelle, mais dotée de la circoncision. Ça veut dire de la capacité par le chiffre 8, de pénétrer l'éternité. Joseph voulait, quelque part, avec Dieu évidemment, rendre éternelle la puissance égyptienne. Et ça ne s'est pas fait. Et surtout, on sait comment ça s'est fini. Entre la mort de Joseph et la mort de son père, Yaakov, dans la paracha Vayechi, d'abord la mort de Yaakov après la mort de Joseph, dans la paracha Vayechi, on sait qu'ils se sont passés 210 ans. 210 ans où le peuple s'est, quelque part, assimilé. Par phase, par graduation. Mais cette assimilation a mené un nouveau pharaon. Lorsque le peuple juif, en position de devenir hébreu, oublie son côté hébraïque et devient, si vous voulez, galotique, devient égyptien, alors, pédagogie de l'histoire, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, arrive un temps de l'histoire où,
comme disait notre maître Manitou, c'est la phase 3. Avoir prospéré en Égypte, prospérer aujourd'hui, on dirait en Occident, eh bien, c'est d'abord, avant tout, le piège de l'oubli. Le risque d'oublier la terre d'Israël et d'oublier le temps du retour. Ça s'est passé avec Yaakov chez Lavan, on l'a déjà vu. Et ça s'est passé avec Joseph en Égypte. Et ça s'est passé à chaque exil, à chaque péril, que ce soit le second temple, que ce soit le premier temple, le second temple, que ce soit évidemment le Guérouge d'Espagne, ou en 1492, ou que ce soit évidemment notre période moderne, eh bien, à chaque fois que les Juifs doivent revenir en Eretz Israël, il y a comme une sorte de pesanteur, comme une sorte de lourdeur du retour. Et seuls les plus, j'allais dire, les plus écervelés, les plus légers, les plus laïcs sont prêts à revenir en masse, en terre d'Israël. C'est ce qui s'est passé au temps de Ezra et Nehemia. Bien sûr. Ça s'est passé évidemment à chaque époque du retour. Et à chaque fois, cela se termine par une catastrophe inimaginable. Pourquoi ? Parce que l'expérience de Yosef est une expérience qui permet non pas aux Juifs de s'assimiler, chas v'shalom, mais qui permet à l'Égypte, à l'universel, de connaître le plan de Dieu, de se raccoler, si vous voulez, aux Hébreux et aux Juifs en potentialité d'hébraïsation, de manière à ce qu'ils puissent comprendre à la fin des temps de l'histoire le message du Messie, le message du Mashiach. C'est une des raisons de notre présence en exil pendant des millénaires. La raison ici est une raison éminemment positive. Il faut non seulement apprendre des nations les différentes phases de leur développement, au niveau systémique, au niveau des statuts, au niveau des rôles et des fonctions, au niveau économique, politique, social, mais il faut aussi que les nations apprennent de nous par notre présence, par cette articulation et cette accélération de l'histoire, apprennent de nous, n'est-ce pas, qu'il y a un créateur. Et que ce créateur, même s'il est éminemment caché, il est tout simplement partout et il est, bien entendu, de vie, vivant. Le créateur vit, par définition, par essence. Il est partout, il est caché, mais il est présent. Il est présent. Et les nations, par l'histoire juive, par la fréquentation, entre guillemets, des Juifs, en positionnement d'hébraïsation, d'être hébreux, de retourner sur la terre, les nations ont besoin d'apprendre. Et non pas d'avoir des Juifs assimilés à côté d'eux. Parce que un Juif assimilé à côté d'eux, ne remplit pas sa mission. Nous sommes pour un temps. Et ça, les frères l'avaient compris. Les frères l'avaient compris. En travaillant en Égypte, en travaillant et encore travaillant, il fallait tout simplement rentrer dans la matière, rentrer dans les systèmes, de manière à pénétrer la matière et les systèmes par le travail. Et après, sortir grandi, comme au temps de Jacob chez Lavan, pour pouvoir être une lumière des nations. Et cela est quelque chose de fondamental. Bien sûr, il y avait le temps de Yosef. Bien sûr, il fallait aller en Égypte, quand on s'appelait Yaakov. Yaakov et Yosef étaient reliés intimement. Ils rentraient ensemble dans la codification du monde et dans le pardès, c'est-à-dire dans la réalisation de la volonté divine. Ils comprenaient le plan. Maintenant, le problème, c'est que, à force de prestige et à force de matière, entre guillemets, eh bien, Yosef est mort en Égypte.
et la peur, la grande peur des frères, et notamment de Yehuda, qui était le roi et qui sera le roi. Et de la tribu de Yehuda sortira le Mashiach ben David. Et le Mashiach ben Yosef sera ce moteur du retour. J'allais dire ce sionisme, comme on l'a dit plusieurs fois. Eh bien, ce moteur du Mashiach ben David, qui a été déclenché depuis Bereshit, et qui va sortir carrément avec Moïse. Et vous avez bien compris que Moïse, en fin de compte, est un accélérateur de l'histoire. Qui est Moïse? Eh bien, Moïse est un Hébreu, anciennement égyptien, qui va comprendre qu'il y a un plan, qui va répondre Inéni à Kadosh Baruch Hu, et qui va faire sortir le peuple. Moshe, c'est l'Égyptien capable de transmutation. C'est l'Égyptien vraiment arrivé au sommet du pouvoir, mais qui est capable, par un travail intérieur, une transmutation intérieure, de redevenir hébreu et de faire sortir son peuple. Ça, c'est Moshe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui se passera au temps du Mashiach, de la sortie du Mashiach ben David. Moshe, c'est le grand communicateur, mais c'est aussi et surtout, le grand transmutateur. Passer de roi, pharaon, en devenir d'Égypte à hébreu, être rejeté par les Égyptiens, se sauver chez, évidemment, son beau-père, son futur beau-père Yitro, apprendre pendant 40 ans chez Yitro toutes les sciences, y compris les sciences profanes, et puis faire l'union des contraires entre les sciences profanes et les sciences, évidemment, thoraïques, parce que la Torah, c'est tout, c'est l'ensemble de de tous les commandements divins, mais c'est aussi l'ensemble des commandements divins impliqués dans un plan, dans une volonté. Et pour pouvoir comprendre le Mashiach ben David, il faudra que l'État d'Israël passe, par exemple, par le socialisme, le communisme, je dis ça d'une manière un peu dispersée, en vrac, l'ultralibéralisme, le capitalisme sauvage, etc., etc. Comme une nation. Eh bien, cette capacité de transmutation ne peut venir que par Moïse. Parce que Moïse est le transmutateur par excellence. C'est pour ça que le Neshama de Moïse rentre dans le Neshama et participe dans le Neshama du Mashiach ben David et participe au processus, pleinement au processus de rédemption du monde. Maintenant, un autre point qui aussi est très important. Yehuda, lui, est le roi. Lui, il est pour la nation juive. Lui, il est pour le retour. Lui, il est pour la réalisation concrète de l'État d'Israël, du plan. Lui, il veut que les choses se fassent en Eretz Israël. Alors nous, on a un problème. Est-ce qu'on est dans une période de Yosef ou est-ce qu'on est dans une période de Yehuda? Si on est dans une époque de Yosef, alors que c'est la période de Yehuda, mais on est complètement en porte-à-faux avec l'histoire. On est en porte-à-faux avec la volonté divine. Est-ce qu'on est au temps de Yehuda? Si on est au temps de Yehuda, alors il faut monter, coûte que coûte, et le plus vite possible. Parce que Dieu, évidemment, c'est lui le moteur de l'antisémitisme. C'est lui qui déclenche les crises d'antisémitisme, puisque tout vient de lui. Ou bien est-ce qu'on est encore dans le temps de Yosef? Mais attention, en étant au temps de Yosef, c'est vrai, on participe au devenir des nations, on est partie plus ou moins intégrante de ce devenir, mais ne jamais oublier le temps du retour. Ne jamais oublier le temps du retour. C'est d'avoir trop attendu, n'est-ce pas, que, évidemment, Yaakov va souffrir beaucoup, va travailler encore 14 ans, et encore 6 ans, 20 ans en tout chez Lavan. Et que Lavan va par la ruse, il va l'exploiter. Parce qu'on a trop attendu que l'antisémitisme augmente et augmente encore de nos jours. On a perdu notre capacité d'âme.
en restant en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte est tout simplement moteur de civilisations qui sont des civilisations matérielles. Certes, très jolies, très agréables, artistiques, culturelles, musicales, tout ce que vous voulez. Une civilisation des loisirs, mais c'est une civilisation qui conduit tout simplement à l'immoralité. Et lorsqu'on arrive à une certaine forme d'immoralité, par le mensonge, par la ruse, par l'exploitation de l'homme, alors les Juifs sont en danger. Parce qu'ils ne sont plus en capacité de devenir hébreux. Et c'est tout le problème. Est-ce qu'on est au temps de Yosef? Si on est au temps de Yosef, n'oublions jamais qu'il y a le temps du retour, parce que le temps de Yosef, ce n'est qu'un temps de Yosef. Et si on est dans le temps d'Yehuda, alors on n'est plus dans le temps de Yosef, et il faut partir. Et Dieu envoie des signes à notre époque, bien entendu. Je crie, alerte. Je crie encore une fois, alerte. Juifs du monde, réveillez-vous. La situation est très, très sérieuse, pour ne pas dire très grave. Réveillez-vous. C'est Dieu qui envoie l'antisémitisme, bien entendu, et c'est Dieu qui envoie tous les problèmes pour nous réveiller, pour vous dire, attendez, selon ma volonté, le temps du Yosef est un temps passé. Nous rentrons maintenant dans le temps de Yehuda. Le Rav Ben Arsi, qui est un Rav israélien, non francophone, dans sa feuille hebdomadaire, n'arrête pas depuis des années d'avertir en hébreu, d'avertir le peuple juif de galoute, de toutes les galoutes, de se délivrer, de sortir, coûte que coûte. Parce que Akadosh Baruch Hu, le Dieu vivant, le maître de l'histoire, crée une histoire d'antisémitisme. Parce que le temps est arrivé. Si le temps du Yosef perdure et ne permet pas le développement du temps de Yehuda, parce qu'il perdure, alors nous sommes en danger de mort. Que Dieu nous en préserve. Et par-dessus tout, l'humanité, elle, attend, parce qu'elle n'a pas les moyens, les Égyptiens n'ont pas, si vous voulez, continué la circoncision. La circoncision en Égypte a été un échec. Donc à partir de ce moment-là, la civilisation, l'universalisme, sans Dieu, sans la circoncision, mène à un échec. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de redoutable. Pour finir, je voudrais faire une prière. Demander à Dieu la miséricorde pour les Juifs, pour les Israéliens, pour les Juifs du retour, mais aussi pour toute l'humanité. Dieu protège l'humanité. Elle va être repentante. Elle n'a pas les moyens de comprendre ce qui se passe. La situation est très sérieuse, elle est même très grave. On risque d'être pris par surprise. Et surtout, les Juifs, en dehors de la terre d'Israël, risquent de tout perdre. Parce que c'est le temps de Yehuda. Je vous embrasse et que Dieu vous protège.